Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils explorent l'évolution future de l'homme vers une conscience non conditionnée. BDM affirme que l'évolution se fera à la fois collectivement et individuellement. Les générations futures devront prendre conscience d'eux-mêmes et développer leur propre centre de gravité. BDM souligne que l'homme est actuellement très conditionné par l'histoire et la conscience collective de la société, mais que cela va changer à mesure que l'homme devient plus intelligent. L'évolution future de l'homme sera basée sur le statut spirituel ou universel de chaque individu, et certains seront plus aptes à comprendre et saisir ces changements plus rapidement que d'autres. BDM souligne également que pour réellement favoriser son individualité et atteindre une identité profonde, l'homme devra avoir une connaissance avancée de l'invisible et du monde mental. Ainsi, l'homme pourra déconditionner sa personnalité et la reconditionner en fonction de forces intérieures plutôt que d'être influencé par les forces sociales. Concernant la marginalité des individus conscients, BDM affirme que ceux-ci seront très intelligents et capables de comprendre à la fois les conditions extérieures et intérieures. Ils ne seront donc pas marginalisés. De plus, BDM souligne que le pouvoir politique est de plus en plus démocratisé et que la conscience sociale évolue, ce qui permet à l'individu de s'exprimer. Les individus conscients pourront s'harmoniser avec cette démocratisation tout en restant fidèles à eux-mêmes. Enfin, BDM affirme que la conscience future sera une conscience intelligente, qui dépassera la conscience spirituelle conditionnée. Il souligne que la conscience spirituelle elle-même est une forme de conditionnement, que ce soit par l'Église, les philosophies orientales, ou l'ésotérisme. Ainsi, cette nouvelle conscience non conditionnée sera intellectuelle plutôt que spirituelle. Selon cette personne, l'homme doit dépasser sa conscience conditionnée pour atteindre sa propre lumière. Il explique que les différentes formes de conscience spirituelle sont nécessaires, mais ne constituent pas une fin en soi. Il souligne que la conscience spirituelle ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans l'invisible, et met en garde contre les illusions et les manipulations de ses contacts. Il affirme que le défi de l'homme des nouvelles générations sera de pouvoir contrôler l'invisible et de connaître ses lois, à l'instar de la physique moderne. Il évoque également la venue de faux messies avant l'arrivée du vrai messie, expliquant qu'il est nécessaire de comprendre les lois du pouvoir et de l'invisible pour saisir ce phénomène. Enfin, il souligne que la manifestation cosmique d'un être supérieur se fera dans le silence et que la reconnaissance de cet être doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir. L'auteur mentionne que des êtres d'une grande envergure travaillent dans l'ombre pour influencer la planète par des vibrations telluriques. Ces êtres ne sont pas accessibles à la conscience humaine, mais plutôt à une conscience cosmique. L'arrivée de ces êtres est liée à la confrontation entre le pouvoir ancestral de l'invisible et l'humanité. Le plus grand défi de l'homme sera de voir à travers ces manipulations occultes et de discerner la vérité parmi les mensonges et la confusion. L'auteur affirme que ces êtres viendront en leur temps, indépendamment des attentes des médias. La lutte se fera entre l'homme et lui-même et ceux qui seront capables de reconnaître la lumière seront ceux qui sont eux-mêmes dans la lumière. Le secret existe en raison des voiles de l'ignorance et de l'impuissance mentale de l'homme. L'humanité, dans son ensemble, est loin de comprendre la réalité occulte et cosmique des avatars. Les êtres d'une telle grandeur utilisent d'autres moyens pour se manifester plutôt que de se présenter directement comme des politiciens. Les personnes qui ont exploré la spiritualité ont constaté au fil des années que leurs illusions et préconceptions spirituelles se sont transformées et apaisées. De même, sur le plan cosmique, il est essentiel d'être rassis pour approcher les grands événements et éviter d'être manipulé par des forces invisibles involutives. Ces forces sont toujours actives, et d'autant plus puissantes à mesure que nous approchons d'un moment où elles perdront leur pouvoir sur la Terre. Il est important de comprendre le jeu du pouvoir et de ne pas être naïf dans notre approche de ces sujets ésotériques. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être naïfs car notre conscience évolue rapidement et nous avons accès à de nouvelles sciences. Ces forces de l'ombre ont une emprise solide sur les gouvernements et sur les peuples, car elles travaillent avec les aspects inférieurs de la conscience humaine, tels que les émotions et les peurs. Elles se nourrissent de la matière de nos pensées et émotions, d'où l'idée que les morts se nourrissent des vivants. Il est donc essentiel de ne pas laisser nos émotions affecter notre intelligence et de comprendre comment fonctionne le monde de la mort pour ne pas être vampirisé par ces forces. Le monde de la mort fonctionne selon les lois de la crainte, qui engendrent la confusion et l'absence de discernement. Un scénario qui s'est produit il y a 50 ans est évoqué, dans lequel Adolf Hitler aurait pactisé avec des forces noires issues de l'Orient, lui permettant de mettre en place un groupe d'hommes invisibles appelés les Hommes en Noir.
Ces forces continuaient d'être actives à l'époque où la conversation a lieu. Il est souligné que le plus grand danger pour l'humanité est la naïveté face à ces phénomènes. Il est avancé que si Hitler avait compris les lois occultes de l'invisible, son expérience aurait été différente. Les forces qui l'ont aidé venaient du Tibet et travaillaient avec l'astral. Ces forces ont la capacité de matérialiser l'astral et de produire des figures, telles que les hommes en noir. Les forces involutives et arimaniennes sont actives dans le monde et utiliseront tout pour tromper l'homme. Si l'Allemagne n'avait pas cru en Hitler, elle ne l'aurait pas suivi dans une guerre destructrice mais aurait pu le considérer comme un messager messianique apportant un nouvel ordre pour l'humanité ancienne. Cependant, cette perception était bonne pour les masses mais pas pour les initiés. Ceux qui ont adhéré au culte hitlérien étaient assoiffés de pouvoir. Et ont été prisonniers de ce pouvoir. Certains individus font des pactes avec l'invisible, qui peuvent durer et leur donner de plus en plus de pouvoir. Cela peut conduire à un passage de la pauvreté à la richesse et à une perte d'intérêt pour retourner à la pauvreté. Initié et conscient des agissements de l'invisible, il risque de se faire manipuler. L'invisible, dicté par les lois du mensonge cosmique, exerce un pouvoir occulte sur la Terre, que ce soit au niveau des gouvernements, de la science ou de l'évolution spirituelle. Il utilise différents moyens pour retarder l'évolution de la conscience humaine, tels que la musique rock, la drogue, certaines organisations puissantes ou même des idées scientifiques dangereuses pour la planète. L'invisible agit de manière néfaste en empêchant l'homme d'accéder à un niveau de pensée supérieur et en lui faisant perdre son individualité. Il est donc important pour l'homme de prendre conscience de cette réalité et de ne pas se laisser manipuler par ces forces invisibles. Dans cette discussion, l'intervenant soulève plusieurs points concernant la politique mondiale et la question de la désarmement nucléaire. Il remet en question les motivations des mouvements antinucléaires en Europe, se demandant s'ils agissent réellement pour le bien-être de l'humanité ou s'ils sont manipulés par des agents provocateurs venant de l'Union soviétique. Il met également en garde contre le fait de se laisser leurrer par les discours des dirigeants politiques et souligne les changements rapides qui peuvent se produire dans les situations politiques. Il fait référence à Gorbatchev en tant que figure admirée mais met en évidence le fait qu'il ne représente pas la totalité du Politburo en Russie. L'intervenant explique qu'il y a deux forces opposées à l'œuvre dans le monde, représentées par les constellations d'Orion et d'Andromède. Il affirme que les forces russes sont principalement liées à Orion tandis que les forces américaines sont liées à Andromède. Il souligne également l'importance d'avoir une conscience suffisamment déconditionnée pour comprendre les enjeux politiques mondiaux sans se laisser polariser. Il mentionne également l'attitude critique des Français envers les Américains, affirmant qu'il est fatigué de les entendre critiquer sans fondement, soulignant que chacun a sa propre culture et ses propres réalités. Dans cette conversation, la personne exprime son opinion sur l'Amérique et sa culture, affirmant que les Américains ont joué un rôle clé dans l'histoire mondiale, notamment en aidant les pays après la Seconde Guerre mondiale. Elle suggère également que les Français devraient reconnaître la richesse culturelle des États-Unis en visitant des villes comme New York. Ensuite, la conversation aborde le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution américaine, en affirmant que les leaders de la Révolution étaient des initiés de la franc-maçonnerie, animés par le désir de briser les liens avec l'Europe et de créer une nouvelle forme de gouvernance. Cependant, il est souligné que certaines branches de la franc-maçonnerie sont mises en cause par des scandales financiers et politiques. Enfin, il est mentionné que l'Église catholique a condamné la franc-maçonnerie. Dans cette conversation, il est mentionné que l'Église catholique avait un grand pouvoir temporel et que cela rendait difficile la cohabitation avec la franc-maçonnerie. De Gaulle était également opposé aux sociétés secrètes et voulait être le seul pouvoir en Europe. Les sociétés secrètes sont décrites comme des hommes jouant au pouvoir, cherchant à prendre possession de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Cependant, avec le temps, ces sociétés perdent leur pouvoir et finissent par être manipulées par des forces astrales inférieures. L'idée des extraterrestres est également soulevée, avec différentes entités dans le cosmos ayant des niveaux vibratoires différents et des capacités différentes. L'idée d'un extraterrestre n'est peut-être pas si pertinente dans ce contexte, car cela dépend de la conception et du vocabulaire de chacun. Le besoin d'une gouvernance propre, d'une organisation et d'un gouvernement propre est important à court et à long terme. Les extraterrestres, ces intelligences venant d'ailleurs, doivent protéger leur propre isolement dans les oasis cosmiques. Ils possèdent des sciences et des technologies très avancées, qu'ils utilisent soit avec les forces de la lumière, soit avec les forces involutives. Les extraterrestres travaillant avec la lumière ne sont pas encore sur notre planète.
Le phénomène extraterrestre observable sur Terre fait partie des grandes puissances scientifiques du cosmos, qui observent et étudient l'humanité. Il existe des niveaux et des races différentes parmi les extraterrestres, qui ont leur propre congrégation et gouvernement. Certains ufologues affirment que le gouvernement américain est sous l'influence d'une société extraterrestre intraterrestre depuis les années 50, mais il est important de déterminer si ces phénomènes extraterrestres se situent au niveau éthérique ou astral. Il est essentiel de divulguer certaines informations pour renforcer la pression et éveiller la conscience des lecteurs et des penseurs quant à ce phénomène. Cependant, il est important d'avoir du discernement. Dans ce texte, l'auteur met en garde contre le danger de prendre au sérieux des messages exprimés de manière fantaisiste et fantastique. Il souligne que les personnes qui ne parviennent pas à dépasser cette forme peuvent développer une surconscience de quelque chose qui les affecte sur les plans subtils, sans pouvoir le contrôler ou le dépasser. Cependant, l'auteur mentionne que si les gens parviennent à voir au-delà de cette forme et à développer leur intuition, ils pourront accéder à une compréhension plus profonde du phénomène extraterrestre. L'auteur insiste sur l'importance pour l'homme de se connaître lui-même. Avant de vouloir comprendre les autres, y compris les extraterrestres, car la compréhension de l'occulte de cette science nécessite de renverser notre vision habituelle du monde et de nous-mêmes. L'homme conscient observe les choses d'une manière différente, ce qui fait partie de l'évolution. Le locuteur affirme qu'il respecte la personne à qui il s'adresse, mais il ne souhaite pas participer au jeu public dans lequel elle s'engage avec la population. Il déclare que si cette personne réussit un jour à éveiller la conscience de certaines personnes, cela pourrait engendrer un nouveau mouvement où l'on pourrait explorer les aspects occultes de l'esprit, de la matière, de l'énergie, de l'émotion, de l'espace et du temps. Cela permettrait aussi de révéler aux Québécois la richesse de connaissances présentes dans la province. Le locuteur fait remarquer que les gens qui ne sont pas suffisamment évolués sur les plans spirituels et cosmiques ne peuvent pas espérer que le phénomène ovni soit révélé au-delà de ce que les ufologues tentent déjà. Cette situation découlerait des lois cosmiques et des secrets qui régissent le monde. Il exprime ensuite son soutien à l'interlocuteur et affirme qu'ils travaillent ensemble car leurs énergies sont harmonieuses et complémentaires. Le locuteur conseille au public de ne pas prendre les discours de l'interlocuteur au sérieux, mais de se fier à leur intuition pour découvrir la vérité. Il estime qu'une préparation est nécessaire pour que des colloques révèlent ultérieurement les mystères de la science hominida dans tous les domaines. Le dialogue se poursuit avec l'interlocuteur expliquant qu'il a créé l'ésotérisme expérimental dans le but de normaliser le paranormal, particulièrement le phénomène extraterrestre, et de former une armée de personnes à l'énergie centrique, similaire aux Jedi de Star Wars. Il partage ensuite son expérience de rencontrer différentes personnes et groupes, soulignant leur manque de capacité et d'évolution. Le dialogue se termine avec une transition vers une autre partie de la discussion. Au début, Benoît de Maître sélectionnait les participants à ces séminaires car il craignait que des personnes fragiles psychologiquement soient affectées par les enseignements. Il voulait protéger les participants qui ne pouvaient pas gérer un bouleversement supplémentaire dans leur vie. Cependant, au fil des années, les gens ont appris à le connaître et le tri des participants n'est plus nécessaire. De Maître se sent responsable envers le public et mesure chaque mot qu'il dit. Il refuse par exemple de mélanger la religion avec ses enseignements, car cela pourrait causer des confusions et des dérives. Il reconnaît qu'il ressent une sorte de frustration de ne pas pouvoir partager pleinement ce qu'il sait avec le public, contrairement à d'autres conférenciers qui ont plus de liberté dans leur discours. Il ne peut pas avoir tous les types de public et se concentre sur les individus avec qui il travaille étroitement. Enfin, il mentionne un cas spécifique d'un médecin français qui a assisté à l'un de ses séminaires et cherche à aider un patient dans le coma en utilisant des méthodes occultes. Dans cette conversation entre les deux individus, ils abordent plusieurs sujets liés à l'invisible et à la spiritualité. L'un d'entre eux explique que lorsqu'une personne est dans un état comateux, il est préférable de se concentrer sur les soins médicaux plutôt que de chercher des solutions spirituelles. Il souligne également que travailler avec l'invisible nécessite une grande force intérieure et une conscience mentale élevée. L'autre personne évoque la raison pour laquelle il s'intéresse à l'ésotérisme expérimental et mentionne l'an 2023 en lien avec ce travail. Il discute ensuite de différentes interprétations de cette année et de la manière dont la conscience de la Terre sera dirigée à partir de l'invisible. Il mentionne l'existence de centres de force sur la planète T1 au Québec. Finalement, l'un d'entre eux explique que ceux qui s'intéressent à l'invisible seront amenés à perdre tout intérêt occulte au profit de la spiritualisation de leur conscience.
Il conclut en soulignant l'importance de regarder au-delà des apparences et de chercher une compréhension plus profonde des phénomènes étranges de la vie. Selon Bernard de Montréal, l'élévation de la conscience de l'homme passe par l'union de l'énergie de l'invisible avec la matière. Dans les générations à venir, l'homme évoluera de la matérialité vers la spiritualité, puis vers une conscience pure. Dans cette conscience pure, le temps et les cycles n'auront plus d'importance, car le lien avec l'invisible sera établi dans le propre temps de chaque individu. L'homme pourra ainsi supporter le long processus de transformation de la planète. Cependant, peu de personnes seront capables de comprendre cela, car cela demande du temps et une ouverture d'esprit particulière. L'action de Bernard de Montréal consiste à semer des graines de compréhension qui se développeront dans les générations futures. Il affirme également qu'il n'y a plus de maître sur Terre, mais que certains individus pourront entrer en communication télépathique avec les forces de l'évolution à venir. La destruction et les conflits actuels sur la planète font partie du karma collectif de l'humanité et de l'influence des forces astrales et lunaires. Dans cette discussion, Bernard parle de sa conscience créative et de sa capacité à communiquer avec les extraterrestres grâce à une conscience éthérique et mentale universelle. Il affirme que l'homme doit être intègre et travailler avec ses forces créatives pour faire évoluer la planète. Il explique que certains hommes ont des capacités différentes et que la compréhension de ces phénomènes nécessite de progresser lentement et graduellement. Bernard souligne également que s'il parle moins des extraterrestres dans certaines discussions, c'est parce que certaines personnes sont trop axées sur l'imagination et leur propre compréhension. Il mentionne aussi qu'il prévoit de publier ses anciennes cassettes sous forme de livres pour partager son savoir de manière plus durable. Enfin, il fait référence à des feux de joie qui seraient organisés en 1998 lorsque la littérature serait interdite, suggérant que la publication de ses écrits contribuera à préserver cette connaissance. Lors d'une discussion, il est suggéré que la littérature pourrait être interdite et que les gens seraient contrôlés dans leur façon de penser. Cependant, l'un des participants affirme que la littérature ne peut pas être éliminée car les textes écrits ne peuvent pas être détruits. Il souligne que stocker toute l'information sur des supports magnétiques serait dangereux, car il pourrait être utilisé ou effacé à volonté. Il précise que le livre écrit est la grande sécurité de l'humanité, car même s'il peut être brûlé, il en existe toujours des exemplaires dispersés dans le monde. Ensuite, la discussion se tourne vers les projets futurs de Bernard de Montréal. Il explique qu'il veut maintenant appliquer les principes de la conscience supramentale dans le cadre de l'industrie, du gouvernement et des organisations humaines. Il annonce son intention de travailler dans le secteur des affaires et mentionne la construction d'un complexe hôtelier en Haïti. Il affirme que Haïti est une terre spirituelle et mystique où il veut apporter de la lumière et éclairer la population sur leur forme de religion. Il conclut en disant que les êtres conscients apporteront leur énergie partout dans le monde pour créer ce qui doit être créé. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et les animateurs Radio-Canada, Bernard explique que son projet vise à offrir un lieu de repos retiré aux personnes sensibles, qui peuvent se sentir déconnectées du tourisme traditionnel. Il souligne que Haïti, bien qu'il y ait de la pauvreté, peut offrir de beaux paysages pour ceux qui ont une sensibilité particulière. Le projet est ouvert à tous, pas seulement à ceux qui ont des intérêts ésotériques. Bernard précise que la durée du séjour peut varier, mais que les gens pourront se reposer pendant une semaine ou plus, échappant ainsi à l'hiver difficile du Québec. Il souligne également les problèmes techniques et l'absence d'infrastructures en Haïti, mais il est déterminé à réaliser son projet. Dans la suite de la conversation, les animateurs font un jeu de mots sur les nègres blancs d'Amérique, en référence aux Québécois retrouvant leurs cousins en Haïti. Il mentionne ensuite que les prochaines rencontres publiques se feront lors d'émissions de télévision, où Bernard sera présenté sous un nouvel angle. Bernard affirme que maintenant qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire sur le plan psychique et psychologique, il souhaite rencontrer des personnes influentes dans le monde, qu'elles soient politiciennes, entrepreneurs, scientifiques ou religieuses. Il souhaite apporter une nouvelle conscience à ces individus déjà actifs dans la société. Enfin, les animateurs posent à Bernard la question de savoir comment il utilise le supramental dans ses activités d'homme d'affaires. Bernard explique que le supramental est une conscience créative qui peut s'appliquer à n'importe quel domaine d'activité humaine. En conclusion, cette conversation aborde le projet de Bernard de Montréal en Haïti, discute des aspects logistiques et des rencontres à venir avec des personnes influentes, et aborde brièvement l'utilisation du supramental dans les activités quotidiennes. Lors d'une émission,
Bernard de Montréal répond indirectement à une question sur la vaccination en réunissant des personnes du monde médical pour discuter du phénomène de la vaccination et de la conscience des virus. Il exprime son ouverture à rencontrer des biologistes lors d'une table ronde. Il explique également qu'il est intéressé par tous les domaines et toutes les activités, mais qu'il ne peut pas se surcharger pour ne pas compromettre son travail. Il souligne l'importance de l'intelligence créatrice et de l'écoute dans les échanges avec les personnes qu'il rencontre. Il mentionne qu'il préfère parler avec des gens simples mais questionneurs plutôt qu'avec des gens bourrés de diplômes mais dépourvus d'esprit. Bernard de Montréal évoque aussi la création d'une nouvelle structure, le groupe Zénor, qui lui permettra d'exercer sa nouvelle vie en travaillant avec le monde des affaires, de l'industrie, du gouvernement et des différentes nations. L'idée exprimée dans cet extrait est que le Québec est une région où existe une forte conscience créative dans l'industrie. Cependant, il n'est pas facile de rejoindre ce groupe, car il faut avoir un programme solide et être spécialisé dans son domaine. L'industrie a besoin de mesures précises pour évaluer les aptitudes des individus, plutôt que de se baser sur des mesures de comportement social. En ce qui concerne la médecine douce, elle est en pleine évolution et tend à perdre son caractère patriarcal. Les jeunes médecins d'aujourd'hui sont plus proches de la démocratisation de l'esprit et ne sont pas intéressés à être bernés. Il est nécessaire que ces sciences alternatives se perfectionnent pour être intégrées par la médecine traditionnelle. Enfin, il est souligné qu'il peut y avoir des abus dans le domaine des médecines douces, avec des praticiens qui profitent de la vulnérabilité des patients pour leur vendre des traitements coûteux. Dans ce texte, l'auteur exprime son opinion sur la manière dont les personnes spirituelles peuvent être exploitées et manipulées par ceux qui prétendent détenir la vérité. Il met en garde contre le danger de suivre aveuglément les paroles des autres, insistant sur l'importance pour les individus de développer leur propre identité et de ne pas dépendre des idées des autres. Il souligne également que le public est fragile et qu'il est essentiel de l'aimer et de le protéger contre les manipulations. Finalement, l'auteur mentionne l'idée d'un échange entre les individus et une organisation, soulignant que ceux qui sont forts et solides pourront en bénéficier mutuellement. Dans cette conversation, on parle de la nécessité d'être créatif dans le domaine de la charité, que ce soit au niveau psychologique ou financier. On souligne également l'importance de savoir où l'on va dans ses actions caritatives. L'interviewé demande si l'organisation prête de l'argent. Bernadette de Montréal répond que si cela était le cas, ce serait pour des raisons créatives et non passives. Elle explique que la concurrence est une conséquence de l'ego dans le monde des affaires et qu'il ne devrait pas y avoir de concurrence dans le monde idéal. Selon elle, les entreprises devraient suivre leurs vibrations et leur énergie pour aller là où elles doivent aller. Elle souligne également le danger de l'ego dans le domaine ésotérique, qui peut conduire au pouvoir et être préjudiciable pour ceux qui cherchent de la lumière et de l'intelligence dans ces domaines. Enfin, elle encourage les personnes créatives et sensibles à se rencontrer et à former une table ronde pour partager et échanger leurs idées. Dans cette discussion, Bernard fait part de son constat sur l'importance croissante de l'aspect astral et spirituel dans notre société. Il mentionne qu'au Québec, il y a des individus qui cherchent à créer de l'ambivalence, mais ils ne souhaitent pas entrer en conflit avec eux. Il regrette simplement que ces personnes ne puissent pas se rencontrer et partager leurs connaissances ésotériques pour le bien de la population. L'animateur, Régent, souligne que la plupart du temps, ce ne sont pas ces personnes qui refusent son invitation, mais plutôt Bernard lui-même qui ne se sent pas prêt à venir en studio. Toutefois, il annonce que cela va changer et que Bernard sera invité cet automne. Bernard affirme que la conscience supramentale se manifeste de manière universelle, peu importe le pays ou la culture. Le problème réside plutôt dans l'ego et la personnalisation égoïste de cette science vibratoire. Il propose que si ces individus se réunissent et discutent, ils pourraient ajuster leurs vibrations et ainsi parfaire leur compréhension. Il souligne également que la science du mental ne pourra pas être comprise dans sa totalité par un seul individu, mais nécessitera la contribution de nombreux cerveaux harmonisés. Chaque personne a sa propre fréquence. Il est essentiel de partager les différentes valeurs créatives pour que la conscience supramentale puisse bénéficier au plus grand nombre. Régent mentionne que Bernard est resté un généraliste, contrairement à d'autres qui se sont spécialisés dans des domaines spécifiques, comme l'éducation des enfants. Bernard confirme qu'il restera toujours un généraliste car se spécialiser signifie s'enfermer dans un seul domaine, et il préfère partager ses connaissances de manière globale. Dans cette discussion, il est proposé d'organiser une table ronde avec Bernard de Montréal et d'autres personnes ayant des idées et des visions futuristes. Cependant,
Bernard attire l'attention sur l'importance de l'esprit d'ouverture, de la simplicité et de l'écoute dans ce genre de rencontres. Il insiste sur le respect mutuel et la nécessité d'éviter l'orgueil et la compétition. Il souligne que la conscience créative doit être absolue et anti-astrale, afin de favoriser un échange harmonieux. Ensuite, est émise d'inviter des personnes compétentes dans des domaines spécialisés pour engager une conversation avec Bernard, malgré le fait qu'il n'aime pas habituellement les périodes de questions avec le public. Cette proposition est soumise à discussion pour voir comment cela pourrait fonctionner dans un contexte de dernière rencontre publique. Dans cette conversation, il est question de l'ouverture d'une ligne téléphonique vers Bernard de Montréal, une personnalité publique qui souhaite maintenir une certaine tranquillité et éviter les sollicitations incessantes. Il explique que s'il ouvrait sa ligne à tout le public, il ne pourrait plus dormir la nuit car il serait continuellement sollicité. Il affirme préférer communiquer avec des personnes intelligentes avec lesquelles il peut échanger de manière enrichissante, plutôt que d'être confronté à des questions qui ne sont posées que pour des raisons d'ego. De plus, il explique que son rôle est davantage d'instruire plutôt que de diagnostiquer les problèmes de chacun. Il souligne également qu'il reçoit déjà de nombreuses lettres et ne peut pas répondre à toutes les demandes individuelles. Finalement, il suggère à la personne en charge de la conversation d'utiliser un répondeur automatique pour gérer les nombreux appels qu'elle reçoit. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que son travail n'est pas d'aider les gens ayant des problèmes, mais plutôt d'expliquer la problématique de la conscience humaine. Il crée un blueprint, un schéma, qui permet aux personnes de comprendre les principes qui influencent leur vie. Il souligne que les séminaires ne sont pas faciles et que ceux qui y assistent doivent le faire de leur propre volonté. Il est satisfait des résultats des séminaires au fil des années, car ils ont permis aux gens de réaliser leurs illusions. Cependant, il indique qu'il faut être vigilant car certaines personnes peuvent être déséquilibrées ou avoir des croyances fantaisistes, ce qui rendrait difficile leur compréhension des enseignements. Il souligne également l'importance de ne pas laisser l'ego prendre le pouvoir et de se méfier de la tentation de former des sectes ou de devenir un gourou. Bernard de Montréal est reconnaissant envers son public, mais avance qu'il est temps pour lui de changer de phase et d'aller vers d'autres domaines, comme l'industrie, afin de partager ses connaissances avec d'autres cerveaux et d'autres structures. Le secrétaire ou le réceptionniste est une personne qui travaille dans une entreprise ou une organisation et dont les services sont nécessaires pour accueillir les visiteurs et gérer les communications.